Alerte concours tout le monde, une première au SOS Podcast. Et oui, on fait tirer une paire de billets pour le prochain gala Samouraï. Ça aura lieu le 27 mars prochain au Colisée de Laval. Donc, pour les amateurs d'arts martiaux mixtes qui veulent aller voir cette superbe organisation, superbe carte également du côté de Laval, le 27 mars. Pour participer, c'est pas compliqué. Vous nous écrivez un courriel pour nous indiquer votre désir de prendre part au tirage. Vous nous écrivez un courriel à l'adresse suivante, le SOS podcast @gmail.com. Pour ceux qui nous regardent en vidéo, vous l'avez au bas de l'écran. C'est en un mot, le SOS podcast @gmail.com. On va faire le tirage jeudi prochain. Donc là, on est le 12. On va faire ça le 19 mars prochain. C'est la journée où on enregistre. Donc, on enregistre en début d'après-midi. On va faire le tirage juste avant l'enregistrement de jeudi prochain. Et on va nommer le gagnant en ondes. Et on va vous contacter pour vous indiquer comment récupérer cette paire de billets. Donc, je le répète, pour une carte qui met en vedette Mehdi Zaidvan contre TJ Laramie, championnat des poids plumes de Samouraï. Il y a également Louis Sanoudakis du TriStar Gym qui va se battre sur cette carte-là pour le championnat des poids coqs. Alex Morgan est sur la carte, Maxime Côté, Olivier Poisson, plein de bons combattants québécois et canadiens. Le 27 mars prochain au Colisée de Laval. Donc, paire de billets à tirer. Écrivez-nous en grand nombre pour participer à ce tirage. Bienvenue à tous au SOS Podcast. SOS! Attention, ça va frapper. Spectaculaire, flamboyant. Des athlètes de haut niveau. Des champions des arts martiaux. Préparez-vous, le combat commence. Dans l'octogone, Ben Baudouin. Grosse émission pour vous aujourd'hui. Je suis seul en studio, mais tellement bien accompagné quand même, puisqu'on va la retrouver tout de suite à distance. Elle a accepté de prendre du temps dans ses vacances, imaginez, à Las Vegas pour nous. Ma collègue à l'analyse des galas de l'UFC et ancienne aspirante au titre de l'UFC et de Bellator. Valérie Letourneau, comment ça va? Ça va super bien. Comment tu vas, Benoît? Ça va bien. T'as manqué une belle tempête de verglas. Là. J'imagine que tu regrettes d'être parti au soleil, hein? Ah, j'avais beaucoup de peine à suivre les médias. On s'en est tiré pas trop mal. En tout cas, ici à Montréal, moi, j'ai pas manqué d'électricité, donc ça va bien. Merci énormément de prendre le temps, Val. On pourra jaser de ton passage à Vegas un peu plus tard, parce que tu vas aller, je pense, à la carte de samedi, en plus, à l'Apex. Oui. Excellent. Donc, tu vas être préparé en plus, puis on va mettre la table pour cette carte-là qui met en vedette Josh Emmett et Kevin Vacheos. On revient sur l'UFC 326, bien sûr. De grosses nouvelles dans le monde des arts martiaux mixtes, que ce soit chez MVP, le retour de Francis Ngannou en sous-carte de Carano et Ronda Rousey, et ça joue dur. On se lance des flèches pas mal. Et bien sûr, cette annonce de la carte de la Maison-Blanche avec de gros combats, Valérie. Mais pour en parler, bien sûr, on a un invité de marque. L'homme de l'heure, ni plus ni moins, dans les arts martiaux mixtes canadiens, je vais le dire. Il sera de la partie le 14 juin prochain à la Maison-Blanche. Ayman Zahabi se joint à nous au SOS Podcast. Ayman, comment ça va? J'imagine que depuis samedi, ton téléphone ne dérougit pas, mon ami, hein? Oui, ça a explosé mon téléphone samedi soir. Jusqu'à aujourd'hui, tout le monde m'appelle, m'envoie des messages. Chacun prend son tour, m'envoie des messages. C'est content, je me sens soutenu par les partisans québécois et montréalais canadiens. Je pense que vas-y, tu vas recevoir des messages en ce moment. Oui, j'en reçois des messages. Oui, en ce moment, j'ai mis mon téléphone sur Do Not Disturb pour pas jouer dans notre entrevue. Tu fais bien parce que des fois, le système peut être capricieux quand il y a des appels qui rentrent. Par exemple, Yoann Lennes, tu oublies toujours de le mettre sur ne pas déranger d'ailleurs, puis ça coupe toujours quand il est à distance. Ayman, honnêtement, là, et Val pourra le confirmer, on faisait le gala à TVA Sport samedi. On a vu la carte apparaître, puis là, on le savait pas, c'était une surprise pour nous autres aussi. On l'a découvert en même temps que tout le monde avec la promo. Là, on regarde championnat, Geiji, Topuria, c'est bon. Pereira, Gann, c'est bon, incroyable. Puis le troisième combat, Ayman Zahabi contre Sean O'Malley. On a capoté en ondes, honnêtement. On l'a pas vu venir. Raconte-nous comment se sont déroulées les discussions. Quand est-ce que tu l'as su? C'était vraiment secret, tout ça, là. Oui, on a vraiment gardé ça secret. Mercredi après-midi, ils ont appelé Hunter Campbell, il a appelé mon frère Ferras
pour lui demander comment il pense que ça va aller si on fait un combat Eman Zahabi contre Sean O'Malley à la Maison-Blanche. Puis Fras a dit, écoute, ça va éclater, il va y avoir beaucoup d'action, les deux, ils aiment faire du striking. Et ils nous ont demandé si on est intéressé à faire ce combat-là à cette date. Puis moi, j'ai répondu oui, mais j'ai pas reçu de... Excuse-moi? Évidemment. Hey, désolé, il y a un petit délai. Mais oui, continue, je voulais pas pas fier. Non, ça va, oui, exact. Je veux pas passer à cette opportunité-là. Beaucoup de personnes vont le regarder. Mais on n'a pas reçu de confirmation comme en texte ou j'ai pas reçu un contrat pour le combat. Rien. Donc, moi, je me souviens que Dana White avait dit qu'il va toujours garder 2 options pour la carte de la Maison-Blanche. Donc, j'étais pas sûr à 100% mercredi si c'était concret. Mais j'ai regardé le UFC le samedi, puis quand ils l'ont annoncé, moi puis ma famille, on a célébré, on était vraiment contents de voir que c'est moi contre O'Malley. Ben écoute, c'est toute une nouvelle. Je pense qu'il faudrait mettre notre réaction sur le podcast, Benoît. Moi, la première chose que j'ai vue, c'est ton nom sur la carte. J'ai rien vu d'autre. J'ai peut-être vendu le punch avant qu'on se rende à cette ligne-là. Mais c'est une grande nouvelle. C'est une grande nouvelle pour aussi les combattants canadiens, québécois. C'est une belle visibilité. Puis c'est tout un combat pour toi. C'est un combat éliminatoire. Donc, tu te rapproches vraiment d'un combat de championnat. Oui, c'est une grosse opportunité pour toutes ces raisons-là. Et je suis fier de représenter le Québec et le Canada sur le gala qui va être le plus vu dans l'histoire de UFC. Je pense que ça va être comme un Super Bowl en termes de personnes qui vont regarder ces combats-là. Et il y a juste 6 combats sur la carte. Donc, il n'y a pas de prelims. Donc, le monde va voir mon combat, puis il va y avoir du monde qui vont regarder ces matchs-là qui regarderont pas l'UFC normalement, tu sais. La carte Eman fait énormément jaser. Il y en a qui sont heureux. Il y a quelques critiques, notamment aussi. Là, j'imagine que tu regardes ça puis tu lis tous les commentaires depuis samedi. Il y a des gens qui sont très contents, c'est sûr, de ton combat contre Sean O'Malley. Il y a des gens qui sont un peu déçus. Il y a des gens qui auraient préféré Corey Sandhagen à O'Malley. On sait que les deux là, commencent à avoir une bonne rivalité sur les médias sociaux. On se lance des flèches. Est-ce que tu as une idée de ce qui s'est passé? Est-ce que c'était dans les cartons, selon toi? Puis qu'est-ce qui fait en sorte qu'on a choisi, tu penses, Eman Zahabi plutôt que Corey Sandhagen pour affronter O'Malley, d'après toi? Mais tu sais, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Une raison, je pense que moi, j'ai fait un call-out à Sean O'Malley quand j'ai battu Marlon Vera. Et son coach et Sean O'Malley, après mon call-out, ils ont dit qu'ils sont intéressés dans ce combat-là. Tu sais, ça, c'est depuis octobre. Donc, je savais déjà qu'il y avait un intérêt. Donc, j'avais toujours une chance que l'UFC va le mettre ensemble. Moi, je pensais peut-être qu'ils auront fait comme un main event à Montréal ou un main event au Canada, tu sais, en général, pour ce combat-là. Parce que, tu sais, le Canada, c'est le 2e plus grand marché pour l'UFC. C'est comme les États-Unis, c'est numéro 1. Juste après, c'est le Canada. Donc, je pense que ils sachent que c'est un gros marché et c'est une façon de faire de l'argent. Comme je suis pas ignorant du penser que ils m'amènent pour perdre à la Maison Blanche. Je suis sûr qu'ils veulent que les Américains ils gagnent ce soir-là. Mais j'ai un record dans l'UFC pour avoir le 9th largest upset in UFC history. Puis chaque fois que je suis underdog, je trouve une façon de gagner. Donc, je pense que il y a tellement de bonnes raisons. Ça va faire tellement une belle histoire si je gagne. Et si je perds, je suis un gars avec un 7-fight win streak, donc c'est bon pour O'Malley. Ça joue bien, je pense, mais je comprends pourquoi il y a des gens qui veulent voir Corey Sandhagen contre O'Malley à cause que leurs styles sont similaires, puis le monde veut savoir qui est le meilleur combattant entre ces deux Américains. Mais Corey Sandhagen, il a déjà eu ses chances. Il a déjà battu pour le titre, puis il a perdu contre Peter Yan, puis il a perdu contre une couple de gars qui ont déjà des gros noms. Puis je pense aussi que l'UFC a besoin de nouveaux stars. Puis il me donne une chance pour être une star. Puis une façon de le faire ça, c'est de me donner une chance sur une grosse carte. Moi, j'ai une question, justement. Tu sais, Eman, ça fait longtemps que tu t'entraînes. Ça fait longtemps que tu es là. Oui, tu es comme la nouvelle star, mais pour moi, tu es un ancien. Écoute, on s'entraînait ensemble. J'ai eu le temps de retraite depuis 2018. Puis toi, tu es là maintenant. Qu'est-ce qui a fait que ta carrière a tourné?
Puis, il y a l'usure aussi là-dedans, vu que ça fait très longtemps que tu t'entraînes. Qu'est-ce qui fait que tu as comme eu un pic, qu'il y a eu comme une évolution? T'as changé un peu ton style? Comment tu sens ton corps pour ce combat-là? Puis est-ce que tu es encore en train d'évoluer? Oui, écoute, une belle question. J'aime cette question-là parce que beaucoup de monde me doute à cause de mon âge. Mais je trouve que la façon que je me suis entraîné durant les années, j'ai protégé mon corps puis j'ai pas pris trop de dommages durant l'entraînement. Puis durant mes combats, quand je me battais, j'ai jamais pris trop de risques en termes de faire des choses qui ont pas de sens. Oui, j'ai perdu une fois par KO, mais ça c'était plus à cause de mon ego. Et j'ai vraiment appris une très belle leçon à perdre comme ça. Et après cette défaite, je suis le numéro 1 striker en défensive dans toute l'UFC maintenant. Et numéro 9 dans l'histoire de l'UFC. Donc, ça m'a changé ma carrière. Puis ça m'a mis sur la bonne chemin. Donc, je regrette pas perdre comme ça. Je regrette plus perdre le combat après que j'ai perdu contre Vince Morales parce que je m'ai pas tout donné durant le combat parce que j'avais encore la peur. Et tu sais, je travaille beaucoup sur mon mental après ça. Puis là, je suis en amour avec l'idée que j'ai juste besoin d'aller puis donner la meilleure performance que je peux donner cette soirée-là. Je m'entraîne très fort pour donner une belle performance parce que veux pas, quelqu'un va perdre après le combat puis quelqu'un va gagner. Et si tu donnes une belle performance, les partisans ils vont te respecter. Mais si tu vas là-bas puis tu te bats en avoir peur, personne va te respecter à la fin de la journée. Puis moi j'ai 2 filles à la maison puis je veux leur montrer que j'ai du courage puis je me tiens avec avec un respect vers mon sport et je me bats avec la courage. Et tu sais, je vais être comme un mentor pour mes filles. Et aussi, pour la longévité, je trouve que c'est important de juste jouer la carte tu sais, de force quand c'est nécessaire. Okay? Comme Aldo, tu sais, il m'avait rock, il m'avait donné 2 soccer kicks à la face, puis j'avais besoin de tu sais, être face à face avec lui, puis cogner, puis je l'ai utilisé quand j'avais besoin. Tu sais. Donc, il y a les moments qui sont difficiles durant le combat, puis je suis là pour ça. Mais j'essaie de l'éviter quand possible aussi. Et je trouve que c'est une belle histoire de jamais lâcher à tes rêves parce que moi, j'ai jamais pris la route où tu sais, je dois être un clown sur les réseaux sociaux et je dois faire des affaires pour être populaire. Maintenant, je suis populaire, ça m'a pris 20 ans, mais je suis populaire à cause que j'ai de la substance. Je mérite cette popularité à cause de mes victoires et mes performances, pas à cause que j'étais un clown. Mais écoute, tu es un super exemple de résilience, puis tu as tellement bien évolué sur l'aspect technique, mais sur l'aspect mental. Ce que tu dis là, c'est important pour ceux qui suivent le sport, pour ceux qui pratiquent le sport. Ça prend beaucoup de temps avant d'arriver à cette conclusion-là, de comprendre qu'il y a un lâcher-prise à un moment donné. Il y a un ou deux, on est 2, puis il y en a un des 2 qui va perdre. Puis le mieux qu'on peut faire, justement, c'est de donner notre meilleure performance. Puis aussi, ce que tu as montré dans le combat de José Aldo, c'est que tu es capable de passer à travers les tempêtes. Donc, en tout cas, félicitations. On a bien hâte de voir ton combat contre O'Malley. Merci beaucoup. Eman, parlons un peu de technique parce qu'on l'a vu, là, O'Malley, on le connaît. Puis tu parles de belle histoire, tout ça. Ce serait tout un upset. Comme je pense que tu l'as vraiment bien expliqué, là. O'Malley, qu'on le veuille ou non, c'est une des plus grandes vedettes de l'UFC. On va le dire, là, c'est un chouchou de Dana White et des patrons. Il a un style quand même intéressant, crowd pleaser, comme on dit. Là, c'est un combattant debout et tout ça. Il est coloré, il est populaire. Mais c'est peut-être pas le meilleur combattant 135 livres. Il est un peu, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais un peu limité. Puis on l'a vu contre Dvalishvili 2 fois, même contre Song Yadong à sa dernière sortie. Tu sais, il est debout, c'est peut-être le meilleur de la division. Mais si ça va dans d'autres zones, en grappling, en jiu-jitsu, en lutte, il y a des lacunes, là. Je pense pas que c'est un secret pour personne que ça peut être une des clés de la victoire, là, c'est de lutter. Tu as été reconnu pour ton combat debout, t'aimes combattre debout, mais est-ce que parle-nous de ton jeu au sol, puis est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais sortir peut-être contre O'Malley, puis quelque chose sur quoi tu vas mettre l'emphase aussi durant le camp. Au TriStar, vous êtes des super bons combattants de Jiu-Jitsu, là. Oui, bien sûr. Écoute, moi, j'ai eu ma ceinture noire en 2017. Je fais du jiu-jitsu depuis que j'ai 13 ans. Puis il y avait une année, tu sais, quand j'ai perdu contre Ricardo Ramos, je pense qu'il y avait un bout où j'étais allé 17 fois
de suite, les dimanches, je voyageais d'ici à New York. J'ai pris mon char. Écoute, j'ai deux enfants à la maison. Je prenais 8 heures en chemin pour aller à New Jersey pour dormir sur le sofa de Nicky Ryan. Puis je m'entraînais avec le Dana Hart Death Squad 2 fois, à 7 heures le matin le lundi, à midi, et je faisais du sparring avec Gary Tonin à 3 heures. Je retournais dans mon char, puis je revenais à la maison après 6 heures de route. Je me réveillais le mardi, puis je faisais le sparring au Tristar. Écoute, j'étais très dédié à travailler mon jiu-jitsu. J'ai aussi une très bonne lutte. J'ai gagné les provinciales, je pense, à 22 ans ici à Québec pour la lutte freestyle wrestling. Donc, j'ai une bonne lutte. J'ai une très belle jeu de jiu-jitsu. Et c'est dans les cartes, évidemment, que s'il y a une opportunité pour prendre un takedown, je vais le prendre. Même avec Marlon Vera, je peux entendre Firas, il m'avait dit d'essayer de l'amener au sol. Au premier round, quand je voulais l'amener au sol, il avait lancé un push kick le moment où je voulais shooter, donc je l'ai pas fait, puis j'ai continué avec le striking. Puis au deuxième round, quand il m'a sonné, il m'a fait drop. Quand je m'ai relevé, il a lancé un kick, puis il a cassé mon avant-bras. Et j'ai perdu toute la force dans ma main, comme en termes de être capable de tenir mon grip. Donc, j'ai lâché l'idée de l'amener au sol. Mais écoute, s'il y a une opportunité pour l'amener au sol, je pense que c'est le chemin le plus facile de le battre. Mais j'ai pas peur de lui battre sur les pieds non plus. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est pas aussi durable que moi. Il est faible au foie, il est faible aux jambes, il est faible à la mâchoire aussi. C'est juste que c'est dur de lui toucher sa mâchoire parce qu'il est tellement grand et il joue un jeu de Counter-Strike. Mais je pense que j'ai les pièges de l'avoir sur les pieds et sur le sol. Donc, je vais là pour le manger. Écoute, je m'en fous où ça va le combat, je vais le gagner. Val, on va laisser je vais poser une dernière question. On va laisser partir Eman après parce qu'il doit aller chercher ses filles à l'école. Mais Eman, en terminant, là, il reste quoi, 13-14 semaines avant le combat. Tu sais vraiment d'avance, tu connais vraiment d'avance ton adversaire. Il faut bien doser les énergies, il faut faire attention au surentraînement. À quoi tu penses que ça va ressembler là, le camp d'entraînement et la préparation en vue de cette grosse carte de la Maison-Blanche contre Sean O'Malley le 14 juin? Ouais. C'est un gros combat. Mon frère est vraiment excité. Puis mon frère, c'est un coach fanatique. Puis ça va être l'enfer pour 14 semaines. Okay. Mais c'est un enfer que j'adore. Pour moi, c'est le paradis dans le sens que, tu sais, si le Eman à 18 ans, il savait que je serais dans cette position-là, il serait jaloux. Donc, je le fais pour lui. Et je me pousse au maximum pour avoir une belle victoire, une belle performance le 14 juin. Et je suis ça casse, ça passe pour ce combat-là. Je mets tout dedans, je mets tout l'argent que j'ai besoin de mettre. J'amène les gars que j'ai besoin pour imiter Sean O'Malley. J'arrête. Je pas, tu sais, avoir des excuses à la fin de ce camp d'entraînement. Eman Zahabi, c'est le plus gros, à mes yeux, le plus gros combat pour un combattant québécois depuis belle lurette. Là. On peut remonter à Georges Saint-Pierre contre Michael Bisping en 2017. Honnêtement, c'est un combat éliminatoire. Une victoire contre O'Malley t'amène dans la discussion pour un combat de championnat. Tu l'as pas volé. 7 victoires de suite à l'UFC. Et comme Valérie l'a mentionné, des décennies d'entraînement pour en arriver à aujourd'hui. Et ça va payer, je suis sûr, le 14 juin. Eman, on aura sûrement la chance de s'en reparler d'ici là. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être venu au SOS Podcast aujourd'hui, mon ami. À bientôt. Hein? Oui, merci. Bientôt. Ciao, Eman. Ciao. Merci. Alors voilà pour Eman, honnêtement. On a perdu la communication malheureusement avec Valérie. Elle va se reconnecter dans quelques instants. J'ai hâte d'entendre ses commentaires sur cette entrevue-là. Il y a tellement de choses que j'aurais pu demander aussi encore à Eman. Malheureusement, le temps file, mais il est conscient de ce qui se passe. Il est conscient de la grandeur du moment. Il veut pas avoir de regrets. Quand il dit qu'il a travaillé sur l'aspect mental, l'aspect psychologique, c'est vrai. Il en a déjà parlé par la suite. Il revient de loin. Son KO contre Ricardo Ramos. En 2017, justement, sur cette carte-là, le Bisping, GSP, quand il s'est fait passer le KO au 3e round, violent. Peu de gens, là, à cette époque-là, il y a 9 ans, là, qui auraient dit ce gars-là va se retrouver dans cette situation-là aujourd'hui. Donc, c'est tout à son honneur. Et son mentor, GSP, sera dans son coin. En tout cas, c'est le plan. Georges sera dans son coin à la Maison-Blanche le 14 juin.
c'est un grand moment, je pense, pour les arts martiaux mixtes québécois. Ça faisait longtemps qu'on attendait un futur. C'est pas un événement final, là, mais juste l'ampleur du moment, où ça pourrait le mener, et l'ampleur de la carte aussi. Là, ça va être un méchant show. Une carte unique à la Maison-Blanche. Donc, on a le Canadien, Québécois, Eman Zahabi sur cette carte-là. Il y a la rivalité aussi Canada-États-Unis. Eman en a parlé dans d'autres entrevues. Là, il va aller venger cette défaite en hockey aux Jeux olympiques. Bref, hâte d'entendre Valérie qui, par rapport à ça. Val, t'es revenu et voilà. Peut-être un mot rapide. Là, vous entendez en grande partie, ça a coupé. Je pense que c'est vous autres qui m'entendiez plus. Exact. Mais qu'est-ce que tu penses d'Eman et son approche par rapport à ce gros combat-là, rapidement? Ben, ça démontre énormément d'expérience sur l'aspect même mental. Tu sais, tout ce qui est... Mais Eman s'entraîne depuis, écoute, je pense qu'il avait 12 ans quand je m'entraînais avec lui. Il était très jeune. Moi aussi, j'étais pas mal plus jeune d'ailleurs. Mais ça fait longtemps qu'il tourne dans cet environnement-là. C'est toute sa vie. Donc, de le voir rendu là, puis c'est un beau moment pour lui d'être rendu là à ce moment-ci de sa carrière parce qu'il y a toute la maturité, il y a une vision complètement différente. Donc, tu sais, c'est comme le meilleur des scénarios, je pense, qui pouvait arriver pour lui. On prendra le temps d'analyser techniquement, c'est sûr, dans les prochaines semaines, à quoi on peut s'attendre. Tout d'abord, revenons, le temps file, revenons sur l'UFC 326. On a décrit les combats cette fin de semaine. C'est en direct de Vegas, la ceinture BMF. Quelle clinique, quelle démonstration quand même de jeu au sol, de lutte, de jiu-jitsu pour Charles Oliveira, peu contre Max Holloway. Donc, Oliveira vole la ceinture BMF. Qu'est-ce que tu as pensé de sa performance d'un point de vue arts martiaux mix? On reviendra sur l'aspect spectacle peut-être et certaines critiques, mais qu'est-ce que tu as pensé? Je sais que t'aimes les arts martiaux mix pur et dur. Là. Je veux dire, on n'a pas le choix de s'incliner devant une supériorité là, de Oliveira. L'ensemble des arts martiaux mix, oui. C'est pas du tout le combat dont je m'attendais. Je m'attendais à beaucoup plus de rivalité de Holloway. Et j'avais un doute pour le menton de Oliveira, ce qui a absolument... C'est pas arrivé pendant le combat. Écoute, Max Holloway a lancé 62 coups au total en 5 rounds. C'est du jamais vu. Tu peux même pas t'imaginer un combat comme ça. Tu sais, c'est rien de ce qu'on s'attendait, mais ça démontre à quel point Oliveira est fort. Il avait l'air fort physiquement. Sur tout l'aspect technique au sol, il est nettement supérieur, je pense, à tous les athlètes de cette catégorie-là. C'est une domination totale. C'est une performance parfaite qu'il a faite ce soir-là. Dur pour Max Holloway, quelqu'un qui est habitué de donner un spectacle. C'est dur physiquement, puis c'est dur sur le moral. Je pense qu'il n'est pas sorti de là en ayant mal physiquement. T'as mal à l'ego, c'est certain. Ouais. Et les critiques, il y a plein de personnes, bien évidemment, Conor McGregor de ce monde, Nate Diaz, entre autres, et certains fans qui sont pas nécessairement fans du jeu au sol, ont plutôt critiqué ça, dire c'est pas digne d'un championnat BMF, le baddest mother effer, le plus dur à cuire, le plus mauvais garçon. Cette ceinture-là a été créée pour des combattants qui étaient plus habitués au combat debout et tout ça. Ça n'a pas été sanglant, ça n'a pas été violent en termes de combat, de striking. Qu'est-ce que tu penses de ces critiques-là? C'est justifié à ce stade-ci? Ouais. En même temps, si on avait vu juste un combat debout, juste des coups de poing, pas d'amener au sol, aucun sol, je veux dire, c'est pas des arts martiaux mix. Je pense que ça fait partie de la game. Même un peu comme Eman le mentionnait plus tôt, tu prends ton meilleur plan avec tous les outils que tu as et tu l'utilises pour aller chercher une victoire. C'est sûr qu'on s'attendait à un combat plus sanglant, explosif. On nous a habitués à un combat. On se rappelle le combat de Max Holloway contre Justin Gaethje. Je veux dire, tu peux pas avoir plus BMF que ça. Mais ça peut pas toujours être comme ça. Je veux dire, ça, c'est le seul et unique scénario qui va arriver. C'est one of a kind. Là. Ça peut pas être comme ça à chaque fois. C'est impossible de répliquer ça. Fait que si c'est les attentes, ben là, les attentes sont peut-être trop hautes parce que ça va être difficile à refaire. Non, exactement. Et puis, je veux dire, c'est pas écrit dans le règlement de la BMF que tu n'as pas le droit d'aller au sol. Là. Je veux dire, quelque part, c'est une ceinture symbolique, oui. Tu l'as bien dit aussi la semaine passée, puis durant notre diffusion, c'est 2 combattants appréciés, 2 combattants spectaculaires. Je veux dire, Oliveira, il est spectaculaire d'habitude avec son jeu au sol. Si j'ai une critique peut-être à formuler à son endroit, et tu me diras si tu es d'accord, c'est j'aurais aimé ça le voir un peu plus agressif dans ses tentatives de soumission, surtout dans les rounds 4 et 5, j'ai l'impression. Dans les 3 premiers rounds, c'était allé au sol, énormément de contrôle, mais il tentait des choses. Il a tenté une clé de bras, il a tenté des étranglements et tout ça. J'ai l'impression que les rounds 4 et 5, il se contentait vraiment plus d'un contrôle au sol. Il n'a pas été super agressif pour
améliorer le record qu'il possède déjà au niveau des soumissions. Donc, ça m'a un peu laissé sur ma faim à ce niveau-là, parce qu'il y a moyen d'aller au sol, de lutter, mais d'être ultra spectaculaire aussi. Et j'ai l'impression que plus le combat avançait, plus Charles Oliveira délaissait cette partie-là. Mais qu'est-ce que tu en penses? Ben, t'as peut-être raison. Là, je me rappelle que j'ai un peu eu ce sentiment-là. À la limite, c'est pas la première fois que je vois ça. J'avais déjà vu ça contre Amanda Nunes contre Raquel Pennington. Il y a comme il y a un respect entre ces deux combattants-là. La domination était tellement grande que c'était suffisant. T'as pas besoin de rajouter de l'humilier encore plus, ah ouais. De l'humilier encore plus. Puis là, c'est mon opinion personnelle. C'est juste un ressenti parfois quand je regarde des combats. Je pense que le dommage était déjà là. La domination était déjà assez suffisante que de se faire encore plus mal pour donner un spectacle. Mais tu sais, c'était une domination... c'était un peu sadique, là. C'est de tuer quelqu'un à petit feu. Ouais, exact. C'était littéralement... Mais tu sais, c'était suffisant pour aller chercher la victoire. Peut-être qu'il aurait pu en faire plus. Je sais pas si c'était voulu de pas nécessairement en ajouter. Mais c'est un peu le sentiment que j'ai eu peut-être à la fin du combat. Ouais, c'était le supplice de la goutte là, pour Max Holloway. Puis si tu te rappelles, je me suis même levé debout au premier round. Là, je capotais. J'étais comme, aïe, il a réussi. Max a réussi à survivre. J'étais sûr, là, aussitôt que ça allait au sol, j'étais sûr que Charles allait juste comme, ça allait prendre 30 secondes. Puis j'étais comme, waouh, Max, quelle belle défensive contre les soumissions et tout ça. Puis là, j'étais comme impressionné par Max juste d'avoir survécu. T'sais. Finalement, il a fait ça pendant 4 rounds. Il a survécu 4 minutes et plus à chaque round au sol. Fait que ça a été un petit peu du copier-coller à tous les rounds, mais bref, quand même, là, si on peut lui donner à Max, il a réussi à pas se faire soumettre. C'est le seul point positif qui peut sortir de ça. Là. Ouais. Certain, Oliveira, il est loin d'être fini. Tu sais, écoute, c'est un combattant qui a énormément d'expérience. À un moment donné, tu te dis, c'est où la fin? Parce qu'il en a pris du dommage aussi. Ben, tu sais, domination comme ça, écoute, tu continues ton chemin de futur champion ou d'aspirant champion, c'est certain. Très rapidement, Charles va affronter le gagnant de Geji Topuria ou Conor McGregor, selon toi? C'est dur à dire. Mais je pense que lui, il veut vraiment aller chercher une ceinture. Ça devrait être le combat de Topuria. Et McGregor, je pense que McGregor aimerait mieux affronter Max Holloway, moins dangereux pour lui qu'un Charles Oliveira, tu sais, au sol aussi McGregor. Puis, sauf que là, avec la performance que Max a faite, peut-être que, je sais pas, là, il y a encore un gros nom, là, je veux dire, il est loin d'être fini, mais un Max McGregor, non. Ça, tu y crois? Max McGregor, ça serait un excellent combat. Bien meilleur combat pour McGregor, bien meilleur combat pour les spectateurs. Mm-hmm. Écoute, McGregor, ça fait tellement longtemps qu'il ne s'est pas battu, là, ça serait pas une bonne chose pour lui, Oliveira. Puis Max, je ne le mets pas fini. Écoute, c'est son ego qui a fait mal. Je veux dire, faut pas se rappeler, il n'y a pas longtemps, il a fait une performance sensationnelle. Je veux dire, on n'y a pas coupé les deux bras dans ce combat-ci. C'est juste que là, il s'est fait complètement dominer au sol contre le meilleur athlète au sol de l'organisation, selon moi. J'ai Paddy Pimblett aussi dans ma petite poche arrière pour un combat contre Max Holloway qui pourrait être intéressant. Les deux viennent de perdre et les deux sont de très bons combattants. Peut-être aussi au sol si Pimblett amène Holloway au sol, ça peut être long. Là. C'est un très bon combattant au sol, Pimblett, mais je pense que ça ferait un bon spectacle aussi. Bref, à suivre donc. Caio Borralho en demi-finale qui a battu Reiner de Reder. Donc, les deux conservent leur position ou à peu près. Là, peut-être que Borralho a grimpé d'un ou deux rangs, 185 livres, mais c'était relativement serré dans le sens que ça n'a pas passé proche de se terminer avant la fin. C'est une décision unanime, quand même assez franche pour Borralho. C'est pas un combat qui va passer à l'histoire non plus. Là, honnêtement, c'était un Borralho en contrôle. A bien fait ce qu'il devait faire, a été bon défensivement aussi, s'est pas fait toucher, a aussi bien défendu les amener au sol. Donc, il en a fait juste assez pour vaincre RDR. Ton appréciation et ton analyse du combat, Val? Ben, comme tu le mentionnes, c'est pas un combat qui va passer à l'histoire, mais ça ramène Borralho sur le chemin de la victoire. Écoute, il était invaincu en 17 combats avant sa défaite contre Nassourdine Makhachev. Ça fait 10 ans qu'il n'avait pas perdu. Donc, tu sais, écoute, c'est pas une erreur de parcours, mais c'est une... il y a une fiche presque parfaite. Ouais, un petit obstacle, mais c'est pas un dernier venu non plus, Mavov, il est très bon. Là. Exactement, mais tu sais, c'est pas un combat qui était vendeur
pour cette catégorie-là. Là. On le verra pas en combat de championnat d'ici selon moi. Non, Borralho, c'est ça. Il manque peut-être un peu d'aspect spectaculaire. Là. C'est un gars qui va souvent à la décision aussi. RDR, lui, après ça, a décidé de monter à 205 livres. On en parlait de ses coupes de poids quand même toujours assez drastiques. Donc, il était content de sa performance. Il dit, mon corps a bien répondu. Là, on sait que son corps l'avait complètement lâché à Vancouver, mais il a quand même confirmé qu'il allait monter à 205 livres. Je pense que c'est une bonne chose pour lui. Oui, probablement une bonne chose parce que moi, je suis d'avis que l'énergie n'était pas plus là dans ce combat-ci. C'est un combat de 3 rounds en plus. Le dernier qui avait abandonné, c'était au 4e round. Mais malgré tout, bon, c'est un combat correct, mais l'énergie n'était pas nécessairement là au 3e round non plus. Là. Il y a quelque chose qui est soit avec son physique ou avec la coupe de poids qui ne fonctionne pas. Il n'avait jamais fait 185 livres. Ben, je dis jamais. À One FC, il n'était pas à 185 livres, il était à 205 et 225. Ça faisait Ça faisait très longtemps avant d'arriver à l'UFC qu'il n'était pas à 185 livres. Donc, il s'en est mis beaucoup sur les épaules. Ça avait vraiment bien fonctionné au début, mais là, finalement, on change de stratégie pour RDR qui monte chez les Milo. Raul Rosas a un mot là-dessus qui a fait qu'une bouchée de Rob Font. Là aussi, c'était allé à la décision, mais un contrôle d'un bout à l'autre durant 15 minutes du jeune Rosas. 21 ans seulement. C'est quoi? C'est sa 6e de suite ou 5e victoire de suite. Il rentre dans le top 15. Il y a beaucoup de potentiel. Il n'y a peut-être pas l'instinct du finisseur, lui non plus. Il faut dire que Font a énormément d'expérience. Oui, bien, Font, c'est pas un combattant qui est facile à finir. Un peu peut-être une sous-performance ou je sais pas c'était quoi la stratégie de Font dans ce combat-ci. On a vu qu'il a changé beaucoup de style au niveau du combat debout. Par contre, Raul Rosa évolue super bien dans l'organisation. On lui donne des bons combats pour monter graduellement. Rob Font était un gros test pour lui. Puis ce que j'aime voir, c'est qu'il s'améliore au niveau du combat debout. Bon, sa lutte, ça a toujours été sa force. Je pense que c'est un combattant qu'on va continuer à bien voir évoluer. Puis la façon dont il combat, il va pouvoir combattre longtemps pour l'organisation. Même si c'est pas un grand finisseur, c'est pas un combattant qui prend beaucoup de dommages dans ses combats. Pour avoir une longue carrière. 21 ans seulement, je vous le rappelle, vise toujours le record aimerait devenir le plus jeune champion de l'histoire. John Jones, à 23 ans, détient le record présentement. Il est loin de se retrouver en combat de championnat, mais bref, il a encore un peu de temps devant lui. 17h45 ce samedi environ. On est sur le web pour la carte de ce samedi à l'Apex. Donc, on va vous présenter 11 combats en ondes autour de 17h45 sur TVA+, gratuitement. Si vous créez un compte, vous aurez accès à notre diffusion du gala de l'UFC et également si vous êtes abonné à TVA Sport Direct, vous pourrez être des nôtres. En finale, Josh Emmett contre Kevin Vacheos. Emmett, le vétéran, 41 ans, il est classé 11e à 145 livres. Vacheos, l'Argentin, 24 ans seulement, il est 14e, donc veut tenter de voler carrément la position du vétéran Emmett. Valérie, tu vas être sur place, confirmé? Tu as eu t'as réussi à avoir les contacts pour rentrer à l'Apex? Oui, j'ai des bons contacts, là. Je vais avoir ma conformation, mais j'aurais bien dû m'imaginer en étant ici de ne pas pouvoir assister à l'UFC en direct. Ouais, j'espère que tu pourras nous raconter comment ça se passe à l'Apex. Honnêtement, je suis curieux, j'ai jamais assisté à un combat là-bas et le fait que c'est un petit amphithéâtre et c'est très intime, là. J'ai assisté l'année passée, mais je pense qu'ils ont changé un peu le setup. C'est certain, aussi avec Paramount. Je crois qu'ils rentrent plus de personnes aussi dans la place. Mais je vais vous venir au courant. Exact. Le Meta Apex maintenant, là, avec commandité bien sûr par Meta, la maison mère de Facebook. Mark Zuckerberg, gros fan de l'UFC, c'est connu. Duel de cogneurs en finale, Emmett Vacheos. Emmett, 7 KO. Pas nécessairement son nombre de KO. Il y en a 7 au total dans sa carrière. Mais on se rappelle de ces KO percutants à l'UFC. Ricardo Lamas, entre autres, et surtout Bryce Mitchell, il y a 2 ans environ. Là, peut-être un des KO les plus violent des dernières années. Donc, il y a de la dynamite dans les gants. Mais Vacheos, à 24 ans aussi, là, c'est 12 KO en 17 victoires. Et il a passé un KO quand même assez joli et assez violent à Giga Chikadze à sa dernière sortie. Bref, ça va cogner en fin de semaine en finale. Là. Ça va être intéressant. Ça va cogner. Ça c'est certain. Josh Emmett, c'est ce qu'on se rappelle tout le temps, c'est sa force de frappe, c'est sa puissance. Il est juste puissant, il est fort physiquement. C'est la même chose pour Vacheos, mais il y a 24 ans. La différence d'âge est énorme. C'est-tu peut-être même la plus grande différence en âge? On en avait une grosse différence dans le show d'en fin de semaine. Oui, on avait Rosas contre Font, c'était 17 ans aussi. Là. J'ai pas regardé les journées, là, mais c'était 17 ans entre Rosas et Font, et c'est 17 ans aussi entre Vacheos et Emmett. Là. C'est parmi les plus grandes de l'histoire.
arrive dans l'UFC à 18 ans. C'est incroyable. Puis là, on a encore des combattants qui sont là à 40 ans, 41 ans. C'est sûr que, bon, Emmett n'est pas sur la pente montante sur une séquence de 2 défaites consécutives, mais c'est pas quelqu'un qui est facile à finir. Il y a une seule défaite par KO qui remonte à 2018. Mais Vacheos a beaucoup d'outils dans sa poche. C'est un jeune combattant qui est puissant. C'est un bon lutteur, bon kickboxer. La dynamite dans les mains, et arrive avec énormément d'expérience malgré son âge, 24 ans seulement. Va en être pratiquement à son 20e combat. Ouais. Je fais le calcul. Donc, c'est une belle expérience pour arriver dans l'organisation. Séquence parfaite, 3 victoires consécutives depuis qu'il est arrivé. Ben tu mets la table parfaitement. J'ai parlé à Josh Emmett cette semaine, puis je lui ai parlé de la différence d'âge et surtout du fait que, et t'en parles depuis plusieurs semaines parce qu'on a eu on a eu la carte de Mexico, il y avait plein de jeunes sur cette carte-là, on en a eu la semaine passée avec Rosas notamment, cette semaine Vacheos, des combattants qui arrivent très jeunes dans l'organisation, mais déjà énormément d'outils dans leur sac, donc ça fait plusieurs années qu'ils s'entraînent, qu'ils pratiquent les arts martiaux mixtes, et Emmett trouve ça complètement fascinant. C'est un peu long sa réponse, mais tu seras sûrement d'accord avec ce qu'il va dire. Ça en dit très, très long sur l'évolution de ce sport-là, des arts martiaux mixtes dans les 10-15 dernières années. Maintenant, on peut écouter Emmett là-dessus. I had my first amateur fight when I was 26. And it just shows the evolution and the growth of the sport. Now you see kids that like I was a huge baseball, basketball, and football fan growing up, American football. And when I was younger, now these kids, they're watching the UFC on Paramount and primetime TV and all these type of things. So what do they want to do? Instead of going and playing T-ball or Little League, they want to get into MMA or Jiu-Jitsu or something as a young child, which I think is amazing. You know, not only does it teach a lot of, just discipline, and it can help with their, just being like, just more courage and stuff like that. But it's so cool that now they're growing up in growing up in this sport, and then by the time they're in their teens, they can beat grown men, and then it's like when they turn 18, they go pro, and yeah, I think it's amazing. Val, c'est ça, ça n'existait pas, là, ces gars-là, à 40 ans, là, quand il avait 10 ans, 12 ans, ils ne pouvaient pas s'inscrire aux arts martiaux mixtes mineurs. Là, ça n'existait pas. Là. Bien, c'est ce qu'on disait. Puis il y a plusieurs ligues amateurs maintenant, surtout aux États-Unis. Écoute, les jeunes commencent à pratiquer. Ils ont 5-6 ans. Puis ils pratiquent les arts martiaux mixtes. Nous, quand on commençait à s'entraîner, il n'y en avait pas d'entraîneur d'arts martiaux mixtes. Tu allais boxer, tu allais faire du Muay Thai, tu allais faire du Jiu-Jitsu, tu allais lutter. Puis là, tu essayais de mettre tout ça ensemble. Juste ça comme tel, c'est hyper compliqué. Si tu fais juste boxer, ben les coups de pied, tu peux pas les calculer. Si tu vas juste lutter, ben essaye de lutter avec quelqu'un qui va te donner un coup de pied dans la face. C'est pas la même game, tu sais. C'est ça. Ben, est-ce que, je vais toujours dire, Firas, ce que Heyman disait un peu plus tôt, qu'on verra, il voulait shooter justement, puis il dit, ouais, mais là, il m'a donné un front kick. C'est justement, c'est ça le jeu, c'est l'ensemble de ces outils-là. Puis là, on a des jeunes qui arrivent avec, tu sais, ils commencent à apprendre à 5 ans. C'est devenu un sport, c'est plus le boxe, le ci, le ça, c'est les arts martiaux mixtes. Ça, c'est une grosse différence. Ça va beaucoup plus vite, ils apprennent beaucoup plus vite. Tu perds pas de temps sur les affaires que tu peux pas utiliser non plus en arts martiaux mixtes, tu sais. Fait que, je pense qu'on n'a pas fini d'en voir. Ça devient plus... Le niveau va monter, c'est ça qui est intéressant pour le sport. Parce que, bon, il y a eu une grande évolution, mais ça va continuer à évoluer parce qu'on a tellement des bons athlètes qui arrivent tôt, qui vont continuer à prendre l'expérience. Ça rend les choses encore plus intéressantes. Exactement. Donc, le vétéran 41 ans, Emmett, contre le jeune loup Vacheos, 24 ans, cette fin de semaine. C'est en finale à l'Apex. Faut parler absolument de la demi-finale. Jillian Robertson, qui est la Canadienne, classée 8e à 115 livres. Elle affronte Amanda Lemos, 5e. C'est un combat, vous n'avez pas la berlue, c'est un combat qui devait avoir lieu en décembre. Et à la toute dernière minute, ça a été annulé. Sais-tu pourquoi, Valérie? Elle me l'a dit, Robertson, quand je lui ai parlé cette semaine. Un feu sauvage. Oui, mais je l'ai. Oui, mais c'est ça. Mais ça fait partie. C'est un feu sauvage, c'est contagieux. Puis, quand tu punches quelqu'un qui a ça,
tu peux le mettre dans son œil après. C'est certainement pas, tu sais, un feu sauvage dans un œil, là. Tu sais, ça se répand partout. Puis c'est pas la première fois que j'entends ça. C'est sûr que c'est frustrant parce que, écoute, la personne est toute en un morceau. Elle pourrait combattre. C'est pas ça qui va l'empêcher d'avoir une bonne performance. Mais oui, malheureusement, là, j'espère que ça arrivera pas encore cette semaine. Non, c'est ça. C'est ce qu'elle dit. En fait, c'est Limoges, c'est ça qui a eu le feu sauvage. Et elle dit, tu sais, Robertson a dit, tu sais, elle s'en est pas occupée la première fois, puis là, ça ressort ça quand t'es stressé. Tu sais, le faire une coupe de poids, c'est stressant. Plus on s'approche d'un combat, c'est stressant. Donc, si elle n'a pas pris les mesures pour guérir ça, ben, ça pourrait ressortir encore cette fois-ci. Donc, elle est un peu quand même hésitante, c'est dommage. Mais on va l'écouter. Elle va nous expliquer là, comment ça s'est passé la dernière fois. Puis, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, tu pourras nous le raconter, mais une annulation de vraiment dernière minute comme ça, là, à quelques heures d'avis, elle l'a appris avant de monter dans la cage, Robertson. So literally my manager called me. It was right after I did my morning shakeout. So I just got back from the workout room, was just like waiting. I was actually waiting to get my hair braided so then we could head to the venue. And my manager called me and she said that she was like, oh, so Amanda's out. And literally my first response to her was just, okay, I'm crying. That was just my word. I was just like, okay, I'm crying. And then it honestly felt like a loss for the couple weeks after. I think just not having that feeling of victory after going through such a long fight camp, like I processed it emotionally like a loss more than anything else. So it was definitely like a rough thing to go through, but I don't know. I've been through losses before and I've always gotten back to it. So that's what we're doing and we're getting back to it this time. Garde le sourire quand même, là, mais une annulation de dernière minute à quelques heures d'avis ou quelques jours, c'est dévastateur, Valérie. Hein? C'est terrible, puis je sais de quoi je parle parce que ça m'est déjà arrivé. J'avais mes gants prêts à combattre, tapés. J'étais la prochaine à rentrer. Patrick Côté, pour en parler, était dans mon coin cette fois-là. C'était à Québec. La fille a juste ça son camp. Elle est partie. Oh my God! Et le sentiment de vide, c'est terrible parce que tu mets tellement d'énergie, l'adrénaline est dans le tapis, tu t'es entraîné comme un malade. Je suis allée faire un camp d'entraînement en Floride, j'avais investi beaucoup d'argent dans un camp d'entraînement, puis on s'entend que les combats n'étaient pas très payants. Puis là, t'as rien, puis il faut que tu attendes encore, tu peux pas juste se recombattre la semaine prochaine, tu sais. Non, c'est terrible pour Jillian. Heureusement, elle est dans une bonne organisation, je suis sûre qu'elle a été payée, tu sais, toute la question financière... Ouais, elle a eu son show money, comme on dit. Elle avait fait le poids en plus, donc elle a eu sa bourse de base. Là, évidemment, elle n'a pas pu doubler sa bourse. Mais c'est pas un bon feeling. Tu sais, tu vas aller chercher, c'est l'adrénaline du combat, c'est le résultat de tout ton camp d'entraînement. C'est ça ta récompense d'aller performer. Donc, non, c'est pas évident. On va probablement vouloir lui faire payer en fin de semaine. Je veux parler un peu de Robinson parce que Robinson, je me suis entraînée énormément avec elle. Robinson m'a aidé pour quelques-uns de mes combats. Elle n'était pas connue à l'époque, toute jeune. Elle habitait un petit peu chez moi aussi. C'est une combattante. Son nom, là, elle porte tellement bien. Savage. Ça a toujours été une combattante qui est un peu sadique. Elle rentrait dans l'octogone, puis elle était très mystérieuse, là, beaucoup plus extravertie, mais c'était une jeune femme vraiment gênée, discrète dans le gym. Elle arrivait avec son petit sac, puis elle se cachait dans le coin, puis elle faisait ses affaires. Mais tellement talentueuse. Forte au sol, elle a toujours été forte au sol. Elle me faisait capoter. Moi, je me disais, je rentrais en sparring avec elle, je suis là, la petite maudite, elle va pas m'amener au sol, c'est pas vrai, là, parce qu'après ça, j'étais plus capable de m'en sortir. Puis j'ai quand même un bon sol. Mais c'était une machine de sol à l'époque, je peux même pas imaginer à quel point elle a encore évolué. Record de soumission dans l'organisation, c'est quand même quelque chose. Là. C'est au-delà de Mackenzie Dern, qui est championne de jiu-jitsu brésilien, la plus décorée que tu peux imaginer. Puis, la seule chose, c'est qu'elle a tendance à s'incliner devant les gros challenges. Là, pour moi, c'est un combat... On peut pratiquement voir ça comme un combat éliminatoire, pas loin de... Puis les moches, ben, elle rajeunit pas non plus. Elle a eu sa chance. Je pense qu'on devrait voir Jillian éventuellement en combat de championnat. Elle a certainement le potentiel. Ben, elle est sur toute une séquence, 4 victoires de suite. Puis c'est ça, elle a eu... elle est arrivée super jeune à lui. Hey, c'est son 20e combat à l'UFC, Valérie, OK? Sais-tu, il y a combien de Canadiens? Sais-tu, il y a combien de Canadiens, hommes ou femmes confondus, qui ont atteint le plateau des 20 combats à l'UFC? Il y en a 4 seulement. Je les nomme. Georges Saint-Pierre, Patrick Côté, Sam Stout et John Makdessi. Elle va devenir la première femme à atteindre le plateau des 20 victoires. Elle a seulement 30 ans.
est au sommet de son âge. Ouais. Elle est arrivée super à 22 ans, je pense, dans l'organisation. Et d'ailleurs, on en a parlé avec elle. Tu sais, elle a plus de combats d'expérience dans l'UFC et au total que Lemos qui a 38 ans. Donc ça, c'est quand même fou. Elle a le parfait mélange de jeunesse, d'énergie encore, de confiance sur sa séquence de victoire. Elle a beaucoup d'outils dans son sac. Puis elle est expérimentée. Et elle parle même, elle nous explique même qu'elle est comparée, à raison de son parcours, à un grand champion là, qu'on a vu dans l'Octogone pas plus tard que la semaine passée. I've always got a lot of comparisons with myself and Charles Oliveira, and I see that a lot of he had a long time to grow up and kind of had to figure things out, a couple losses earlier in his career. Then he became a champion this last week, and we saw him amazing performance for the BMF belt. And yeah, I think that's similar to me of I had a lot of time to learn while on the biggest stage in the world. And now I finally figured out everything, and I'm just ready to go out there and have fun. C'est une bonne comparaison. Puis, tu sais, c'est pas prétentieux dans le sens, tu sais, Oliveira, grand champion, record de soumission, mais elle a le record de soumission chez les femmes. Et c'est vrai qu'en début de carrière, 2 victoires, 1 défaite. 3 victoires, 1 défaite. Jamais partir sur des longues séquences qui lui permettent vraiment de gravir les échelons. Mais quand ça a débloqué pour Charles, il a été parti, puis il est monté jusqu'au championnat 155 livres, il est rendu BMF maintenant. On dirait que c'est en train de débloquer pour Jillian. Là. Oui, puis un peu comme on parlait pour Ayman un peu plus tôt, elle a tellement d'expérience, elle a commencé jeune à s'entraîner, elle s'entraîne avec des athlètes de très haut niveau depuis toujours. C'est un peu une situation très similaire. Elle a bien évolué sur l'aspect physique et mental. Donc, cette personne-là, si elle arrive en combat de championnat, c'est pas une combattante qui va être intimidée. Elle n'est certainement pas intimidée par les moches. C'est une belle opportunité pour elle de monter dans les rangs. Exactement. Donc, on parle du combat d'Ayman contre O'Malley qui est très important. Ça, c'est un combat pour les arts martiaux mixtes québécois et canadiens. C'en est un autre, ça, cette fin de semaine. 5e, Lemos contre 8e, Robertson, qui est vraiment, vraiment confiante. Ultra sympathique en plus. Là, vous voyez son sourire. Honnêtement, à surveiller. On se croise les doigts parce qu'on espère que cette fois-ci, elle va être en mesure de monter dans l'octogone. Et tu auras probablement la chance, si tu la vois à l'Apex, de la saluer, de faire quelques retrouvailles avec elle, ton ancienne coéquipière du American Top Team. Donc voilà pour la carte de cette fin de semaine à l'Apex. Josh Emmett, Vacheos en finale. Jalen Robertson contre Amanda Lemos en demi-finale. Je vous ai dit les plateformes de TVA, donc TVA Plus et TVA Sport Direct, dès 17h45. On termine l'émission avec les actualités. Rumeurs, échos, coulisses, les plus récentes nouvelles. Le hype UFC. Valérie, avant de se quitter, on va prendre quelques minutes quand même pour parler de l'UFC Maison-Blanche. Et la grosse nouvelle, c'est ce qui retient l'attention. Là, on a beaucoup parlé de Ayman O'Malley, mais sur la carte, il y a quand même championnat incontesté des poids légers, Gaethje contre Topuria, Alex Pereira en championnat intérimaire chez les lourds contre Cyril Gane, donc la chance de devenir champion dans une 3e catégorie qui serait du jamais vu. Et là, il y a toutes sortes d'informations qui sortent, de rumeurs. D'abord, ton appréciation de la carte quand tu l'as vu, les 6 combats qui ont été présentés, là, qu'est-ce que tu en penses? Mon appréciation, je veux dire, c'est une bonne carte, mais il y a beaucoup de combattants qui ne sont pas sur cette carte-là que je m'attendais de voir. John Jones, beaucoup de gens ont parlé de l'histoire de John Jones. Moi, je pense que son passé criminel a joué dans le fait qu'il ne combattra pas à la Maison-Blanche, entre autres. Je ne l'ai pas dit la semaine dernière, mais ça me chicotait. La carte est très intéressante. Pour une raison de sécurité, tu veux dire, dans le sens où on va pas mettre sur la Maison-Blanche un gars qui a déjà commis des crimes ou qui a peut-être un casier. Oui. C'est ça. Ça, c'est mon opinion personnelle. Okay. Il y a plein d'autres choses aussi qui sont en ligne de compte. Mais la carte est super intéressante. Et tu sais, un Colby Covington qui prône toujours les États-Unis et Trump, je me serais pas sur la carte. Ça aurait été un combat vraiment intéressant contre Bonnie Cole, disons. Fait que tu sais, les personnes qui sont là, ça va faire de très bons combats, mais il y a d'autres personnes que je m'attendais à voir sur la carte qui ne sont pas là. Je suis un peu d'accord avec toi. C'est une bonne carte avec 2 combats de championnat, un intérimaire, un incontesté, c'est bon. O'Malley, Azabi, c'est un combat important à 135 livres, c'est bon. C'est une bonne carte pour un gala pay-per-view ou un gala numéroté. Le problème, c'est qu'on nous avait vendu ça
tellement gros. Ça fait 6 mois qu'on nous dit que ça va être la plus grosse carte de l'histoire de l'UFC. Vous n'aurez jamais vu rien de tel. Ça va être juste spectaculaire. Puis honnêtement, on a déjà vu des cartes numérotées qui ont été plus spectaculaires que ça. Je pense juste à... On a parlé tantôt de l'UFC 217 au Madison Square Garden, la fois que Georges Saint-Pierre est revenu. Il y avait 3 combats de championnat incontestés cette soirée-là. C'est arrivé des soirées de 3 championnats. On en a vu quelques autres. Les International Fight Week par le passé, on a eu des grosses à Vegas. Donc, c'est une grosse carte, mais c'est même pas proche d'être une des plus grosses de l'histoire de l'UFC. Le problème, c'est que Dana White nous a vendu ça trop gros, puis il n'a pas été capable. Il a mis la barre trop haut, puis il n'a pas nécessairement été capable de livrer la marchandise à ce niveau-là. C'est sûr qu'en plus, d'autant plus que c'est seulement 6 combats. Il y a tellement de bons combattants dans l'organisation. Tous ceux qui sont sur la carte sont excellents. Mais tu prends la crème de la crème, puis tu mets ces 6-là dans les 6 seuls combats qu'il va y avoir sur cette carte-là. N'empêche que je sais que ça va être des combats explosifs, ça va être des super bons combats. Là, sur papier, techniquement, c'est sûr que ça va être des combats intéressants. Je veux dire, j'aime l'idée de Pereira-Gane. Clash de ces 2 combattants spécialistes de combat debout, mais clash de style, hein, qui est un peu au ralenti, sniper, puis l'autre qui bouge de partout. Enfin, Gane, j'espère qu'il n'arrivera pas de bad luck cette fois-ci, parce que là, il est vraiment pas chanceux. Tu sais, l'autre chose, Chandler est pas sur une belle séquence, mais nous donne tout le temps de super bons combats. C'est des combats qui sont excitants, qui sont explosifs. Contre Ruffy, c'est sûr que ça va être un bon combat. Sur côté spectacle, ça va être intéressant. Mais oui, les personnes qui ont été choisies, c'est un peu étonnant. KJ Topuria, c'est un bon combat. Il y a beaucoup de rumeurs qui disent que Makhachev était possiblement, contre Topuria, était peut-être le plan A. Et là, on se lance des flèches. Topuria dit que Makhachev feint une blessure, c'est pour ça que ça n'a pas lieu. Du côté de Makhachev, on dit non, c'est toi qui demandais trop d'argent, c'est pour ça que ça n'a pas passé. Donc, qui dit vrai? Probablement, la vérité est peut-être quelque part dans le milieu. Et du côté de Pereira, tu sais, Dana White a dit John Jones n'a jamais été dans les plans, jamais, au grand jamais, on a considéré John Jones pour être sur la carte de la Maison-Blanche contre Pereira. Et John Jones dit absolument le contraire, dit on a eu des négociations et a envoyé de longs messages à son ancien patron Dana White pour dire c'est carrément des mensonges que tu racontes, c'est pas ça du tout. Puis là, la rumeur, c'est qu'il aurait demandé 15 millions de dollars comme bourse, exactement le même montant que Conor Benn, le boxeur, a reçu de Zuffa Boxing, et on lui aurait refusé. Quand je vous dis qu'il y a des rumeurs et tout ça, c'est sûr. On ne saura jamais probablement, mais Valérie, je pense que on veut mettre des Américains, on veut mettre des grands champions américains sur cette carte-là, c'est à la Maison-Blanche. Là, on célèbre quand même le 250e de l'indépendance. T'as pas le choix. C'est sûr que John Jones a été considéré quelque part. Là. C'est certain qu'il était considéré quelque part, puis Dana White en a reparlé. Il a dit, j'ai pas dit qu'il était pas dans les discussions, il n'y a jamais eu de confirmation, mais Eamon l'a mentionné plus tôt, je sais plus si c'était en ordre ou pas en ordre, mais il n'y a pas personne qui savait s'il allait combattre. Lui-même l'a appris le soir même. Justin Gage a dit la même chose. Il était en ordre, il était aussi surpris que tout le monde. Donc, il y a eu beaucoup de personnes dans les discussions, mais personne ne savait le mot final s'il était vraiment sur la carte parce qu'on voulait garder la surprise. Il y en a probablement d'autres qui ont été en discussion et qui ne sont pas sur la carte. Mais au final, regarde, c'est la décision de l'UFC. Ils ont probablement leur raison. Puis là, tout le monde parle d'argent ces temps-ci. Par rapport à combien les combattants sont payés, c'est comme la discussion de l'heure. C'est-tu pour l'argent? C'est-tu pour... La personne n'est peut-être pas assez fiable pour ce genre de carte-là. John Jones, il y a une couple de combats qui sont tombés là, juste à la dernière minute. Tu veux prendre le risque? Un McGregor aussi disait qu'il était dans les discussions. Bon, parle que peut-être qu'il demandait trop d'argent, mais il nous a laissé tomber sur la dernière carte qui était supposée se battre contre Chandler. Tu sais, c'est une grosse carte, il y a juste 6 combats, faut pas qu'il y ait un combat qui tombe. J'espère qu'on va garder du monde en backup, on en parlait un peu la semaine dernière. Sur 6 combats, un combat qui tombe, là, ça change une carte en maudit. Il faut qu'il y ait quelque chose en backup. Il doit y avoir du monde dans les discussions, c'est certain. Ouais, c'est pas comme la carte d'en fin de semaine où il y a 14 combats. S'il y en a un qui tombe, on tombe à 13, il y a rien là. C'est sûr que si c'est la finale, c'est autre chose, mais bref. Ouais, effectivement, un combat, moi, qui est sexy, puis on passera pas 2 heures là-dessus, là, mais un combat qui est pas sexy, mais qui m'intrigue énormément, c'est celui qui va amorcer la carte. Le Diego Lopez contre Steve Garcia. Garcia, là, il y a pas grand monde qui l'aime. Il faut vraiment que tu sois un peu réduit pour le connaître, mais le gars est sur 7 victoires de suite, puis énormément de KO là-dedans. Je suis content pour lui qu'il soit sur cette carte-là contre un gros nom comme Diego Lopez, puis il a ses chances, là.
Certain que chez Son, je sais pas qui aime pas Garcia. Moi, je l'adore. J'aime son style imprévisible. C'est pas le style le plus propre et technique, mais c'est spectaculaire. Contre Diego Lopez, mais là, Diego Lopez, il faut qu'il essaie de nous faire un de ses vieux modes de combat, là. Pas trop technique pour nous donner un bon spectacle. Mais ça aussi, si on n'en parle pas beaucoup, c'est un combat qui va être des plus intéressants de la carte. Exactement. Parlons de l'autre côté, en fait, parce que un mois plus tôt, sur Netflix, ça va être la carte de MVP, Ronda Rousey contre Gina Carano. Et on en a appris qu'en demi-finale, ça allait être Francis Ngannou contre Philip Lins. C'est pas un gros nom pour le retour de Ngannou. On dit qu'il devait... Initialement, le plan A, c'était Rico Verhoeven, grand champion de kickboxing néerlandais. Ça aurait été tout simplement incroyable. Mais Verhoeven, on a appris qu'il avait refusé une offre de l'UFC. Là, il a refusé cette offre-là de MVP, puis il s'en va en boxe contre Alexander Usyk, championnat des poids lourds. Ça, c'est payant. T'sais, au niveau monétaire, là, il n'y a pas grand-chose de plus payant qu'un combat contre Alexander Usyk pour le championnat unifié des poids lourds. Donc, on comprend pourquoi ça n'a pas fonctionné contre Ngannou. Vas-y, qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit c'est probablement une meilleure chose pour Ngannou. Là, c'est sûr que oui. Philippe Lins, super bon. C'est un ancien champion PFL, quand même beaucoup d'expérience. Mais c'est pas le nom le plus connu. Ça, c'est certain. Je me semble que les deux combattants n'ont pas combattu depuis un bout. Ça se peut-tu depuis 2024? Je pense, Lins, je sais que Ngannou, c'est 2024. Je pense que Lins aussi, c'est 2024. J'ai pas mon écran devant moi. Donc, c'est un retour 2 ans plus tard. Ngannou, ça reste un grand nom. Je pense que ce qui fait le plus parler sur la carte, c'est vraiment le combat des femmes. Eux autres, un retour après 10 ans pour Ronda Rousey. Carano, son dernier combat remonte à 2009. Ça m'intrigue, mais j'ai peur qu'on reste sur notre appétit avec ce combat-là. Il y a des bonnes chances. C'est sûr que les deux filles ont presque 10 ans chacune. Là. Carano plus de 10 ans, puis Ronda presque 10 ans d'absence. Mais je pense que c'est le nom. Les noms, en fait, qui sont mis de l'avant. Et Ngannou veut pas, Valérie. Il y a plusieurs personnes qui le considèrent encore comme the baddest man on the planet. Là. Je veux dire, le champion poids lourd il n'a jamais perdu son titre de champion poids lourd à l'UFC. Il a juste quitté. Il n'a pas perdu en arts martiaux mixtes depuis ce temps-là. C'est sûr que ça ouvre, lui, il est allé en boxe. Il a dit, tout le monde le critiquait, puis il en a reparlé à la conférence de presse. Il critiquait. Il dit, c'est pas bon pour ton héritage que tu as fait de ne pas accepter de combat à l'UFC, de défendre ton titre. Il dit, gardez-le votre héritage, mais donnez-moi mon argent. C'est un gars qui est parti de rien. Là. Il était. C'est un immigrant camerounais. Il a traversé au péril de sa vie jusqu'en France. Il a été sans domicile fixe, sans abri en France, dormait au gym de Fernand Lopez pour finalement gravir tous les échelons et devenir multimillionnaire aujourd'hui avec les choix qu'il a fait. Donc, c'est pas un gars qui se laisse marcher sur les pieds. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il a une personnalité. On a entendu des choses là, du fait que c'était pas toujours le plus agréable. Puis, il pouvait être un peu un bully, là, entre guillemets, là, avec certaines personnes, mais il a eu dur. Puis aujourd'hui, il y a le compte de banque qui vient avec. Donc, on peut pas critiquer ses choix au niveau financier. Et là, il va faire une bonne bourse. Il ouvre des portes avec MVP après ça pour un combat contre Jake Paul en boxe, tu sais. Jake Paul, les deux ont perdu. Jake Paul et Ngannou ont perdu contre Anthony Joshua en boxe. Là. Ça serait logique de ce que ces deux-là croisent le fer à un moment donné, là. Mais ce que tu disais pour Ngannou, je suis d'accord avec toi pour son parcours qui était stratégique au niveau finance, mais au niveau popularité, carrière, ce n'est pas stratégique. Ça fait 2 ans qu'il n'a pas combattu. Bon, il y a eu des problèmes personnels. Il a perdu un de ses enfants. En plus, je pense qu'il a perdu son fils depuis. On peut comprendre. Mais si tu combats 2 ans, à un moment donné, ta valeur, elle va baisser, c'est certain. Là. Le monde, ils veulent te voir gagner. C'est comme ça que tu fais parler de toi. Là, on parle de Ngannou tout le temps pour des transactions. Bon, il a été laissé aller par la PFL, c'était probablement. On l'a su par la suite pour s'en aller avec MVP. Mais au niveau finance, carrière, oui, il a fait des moves qui étaient très stratégiques. Puis, bravo à lui. On espère qu'il va avoir une bonne performance puis que ça va nous donner un bon combat, justement pour que les gens se rappellent de lui pour les bonnes raisons. Et on va voir. Et le combat qui fait. Ouais, le combat qui fait jaser, bien sûr, c'est Carano contre Rousey. Puis on va voir si la carte va livrer la marchandise. Et parce que c'est sûr qu'il va y avoir des comparaisons entre ce qui va se passer le 16 mai et ce qui va se passer un mois plus tard, le 14 juin, à la Maison-Blanche. Et avec une fille comme Ronda Rousey, on l'a vu, elle est capable de vendre une carte. Là. C'était bon, sa conférence de presse aussi cette semaine. Super capable de vendre une carte, mais moi, c'est sûr, c'est l'aspect technique. J'aime mon sport pour l'art de ce sport-là.
excuse-moi, je vois les entraînements. Je vois pas une grande différence avec Ronda Rousey version 2016. Ouais. Et aujourd'hui, puis j'ai vu un peu Carano, on n'est plus dans la même époque de Carano. Carano était super populaire, était excellente, mais là, écoute, j'ai fait mes débuts pro en 2006. Il y a des choses qui se sont passées depuis ce temps-là. Ça me fait penser un peu le combat de Jake Paul contre Mike Tyson. On avait-tu des attentes pour ce combat-là? Non, tout ça, c'était vendeur. Le monde va se tanner de ça à un moment donné. Ça prend ce qui vient avec. Donc, j'espère que ça va être une carte qui est aussi bonne que la carte est vendeuse. Exact. Il faut attendre de voir aussi comment on connaît finale, demi-finale. On va attendre de voir avec quoi ils vont remplir le restant de la carte. Mais bref, c'est intriguant. On aura la chance de s'en reparler. Valérie, je te laisse retourner à tes vacances. Là, déjà que j'ai pris pas mal de ton temps. Merci énormément. Profite du beau temps. Profite du profite du show à l'Apex cette fin de semaine. On se reparle. Merci à Philippe également en régie. Merci à Eman Zahabi. Je vous rappelle son combat contre Sean O'Malley à la Maison-Blanche. Intéressant. N'oubliez pas notre concours aussi. Écrivez-nous le SOS podcast à commercialgmail.com. Val, merci encore. Et à tout le monde à la maison, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode du SOS podcast. Ciao! SOS Podcast!